Bonjour Babacar et bonjour à tous. À la une, dépigmentation au Sénégal, les chiffres annoncés entre 62 et 72% de personnes concernées ne reflètent pas la réalité. Selon Africa Check, qui apporte des précisions, aucune étude nationale n'a été faite sur le sujet. Le Centre des œuvres universitaires de Dakar en croisade contre le trafic et l'utilisation de substances illicites sur le campus. Des individus sont souvent interpellés pour ces délits. Certains étudiants exigent plus de contrôle dans ce temple du savoir. Une proposition aberrante et antidémocratique. Moussa Diaw qualifie ainsi la déclaration de Cheikh Diallo, ancien collaborateur de Karim Wade. Le professeur en sciences politiques à l'UGB estime que la suppression de la mairie de Dakar et la nomination par décret d'un maire participent à l'instauration de l'autoritarisme. Avec la vaste campagne de lutte contre la dépigmentation artificielle, des chiffres ont été avancés. Entre 62 et 72% de personnes touchées par le fléau. Africa Check rectifie. Ces données ne concordent pas avec la réalité. Elles concernent juste quelques localités du pays. À ce jour, aucune étude globale n'a été menée. Samba Djalimpa Badji, rédacteur en chef d'Africa Check, est avec Papa Balagué. Nous avons contacté la personne qui a été citée comme source de ces données, le docteur Fatimata Ali, qui dirige une association de lutte contre la dépigmentation, qui nous a fait savoir qu'en fait, ce qu'elle a dit a été mal compris ou mal interprété, puisque les chiffres qu'elle a donnés ne portaient pas sur la totalité du Sénégal. C'est-à-dire qu'elle dit que les chiffres ont été tirés de 2 thèses d'étudiants en médecine qui ne portaient, et leurs études ne portaient que sur quelques villes du pays, notamment Pikine, Guédiawaye et Diourbel, je crois. Elle a précisé que pour le moment, il n'y a pas encore d'études d'envergure nationale sur le taux de dépigmentation. Ce qui nous a d'ailleurs été confirmé par le docteur Babacar Gueye du ministère de la Santé qui s'occupe des maladies non transmissibles et qui nous a fait comprendre que jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a pas encore d'études d'envergure nationale portant sur le taux de dépigmentation. Donc c'est pourquoi nous avons fait cet article pour apporter des précisions, pour dire que les chiffres qui sont donnés ne concernent pas tout le Sénégal, mais juste quelques localités du Sénégal. C'était Samba Djalimpa Badji, rédacteur en chef d'Africa Check. Le trafic ou même l'utilisation de substances prohibées se répand de plus en plus sur le campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. D'ailleurs, des personnes sont très souvent arrêtées pour ces infractions. Des étudiants interrogés sur le sujet appellent au renforcement de la sécurité. Et c'est ce que tente de faire la direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Le reportage de Mamadou Marba. On est exposé en fait de ça. Issa Ali appelle à une réaction immédiate des autorités compétentes. Elle est étudiante à la fac médecine de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'autorité même de l'université doit trouver des solutions pour limiter ou même éradiquer ce fléau, car c'est très dangereux. On ne peut pas être dans un milieu où nous, futurs cadres du Sénégal, et qu'on se permette de véhiculer cela de manière très facile. Abdou Karim Sané vient de sortir de son amphithéâtre. Il est étudiant à la faculté des sciences juridiques et politiques. Il pointe du doigt le manque de vigilance de l'administration. On ne peut pas être étudiant et vouloir utiliser ces substances illicites ici à l'université. À mon humble avis, moi je pense que c'est le manque de sécurité, le manque de vigilance de la part de toute l'administration de l'université Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, pour entrer au centre des œuvres universitaires de Dakar, il faut présenter sa carte d'étudiant ou sa carte d'identité. Des mesures que salue Abdou Karim Sané. Par rapport aux initiatives prises par le nouveau directeur de l'université Cheikh Anta Diop cette année-ci, je pense que ces substances illicites n'auront pas un accès facile ici à l'université Cheikh Anta Diop. Avec le nouveau directeur général, la sécurité du coude est renforcée. Certains étudiants souhaitent la pérennisation de ces mesures. Ils espèrent qu'elles vont aider à combattre le trafic de stupéfiants à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Une
Une structure qui veut également faire de la sécurité et de la rigueur son arme de bataille. La Poste change de fusil d'épaule avec un nouvel organigramme. Le directeur général appelle ses agents à faire preuve d'assiduité. Abdoulaye Bibi Baldé parle d'une surveillance renforcée en interne avec d'éventuelles sanctions. Il était à Kaolack. Nous l'écoutons au micro d'Ibrahim Diamé. Nous sommes en train donc de finaliser notre plan stratégique de transformation et nous sommes donc dans cette dynamique. Aujourd'hui, nous avons fini effectivement de montrer le cap. Nous avons pris un certain nombre de décisions en revoyant un peu notre organigramme, en appelant les postiers au travail, à plus de travail et d'assiduité parce qu'au finish, c'est le travail qui fera la différence. Malgré les difficultés ça et là, mais si nous sommes concentrés sur un objectif, nous pourrons encore avoir des marges importantes de croissance. Parce que le potentiel est là, nous avons les bras qu'il faut, nous avons l'infrastructure postale qu'il faut et je pense que si tout cela est bien managé, il est évident que nous allons avoir des chiffres en termes de croissance, des chiffres extrêmement importants. Il est 7h07. L'avancée de la mer a de lourdes conséquences sur l'éducation dans certaines localités de Saint-Louis. C'est le cas à Guet-Ndar où des écoles sont détruites en partie. L'association franco-sénégalaise Corse-Sénégal, sensible à la situation, a soutenu pour commencer l'école Ablaye Mbengue Khali avec des fournitures et du matériel informatique. La correspondance de Mohamed Nabissilla. Par l'érosion côtière, l'école primaire Ablaye Mbengue Khali a trouvé un peu de réconfort avec l'association Corse-Sénégal, dont le président est l'international de football à la retraite Mamadou Faye. On est parvenu à dégager un certain budget pour les équiper d'ordinateurs, de manuels scolaires, de fournitures scolaires, de photocopieuses. Et c'est surtout, j'insiste sur le matériel informatique parce que le numérique, c'est l'avenir. En investissant sur eux, c'est vrai que je l'enfant, c'est une charge pour le présent, mais un investissement pour l'avenir aussi. On est venu à leur secours. C'est comme si on se faisait plaisir à nous. Et le cofondateur de l'association franco-sénégalaise, lui-même ancien joueur de la Linguère, d'inviter l'administration de l'école à veiller sur le matériel pour aider les jeunes à terminer leur cursus scolaire. Marcel Bernacchi, j'ai vécu ici au début des années 80, mais je suis particulièrement ému parce que c'est dans ma ville. On est venu pour faire ce don et de voir la joie de tous ces enfants, ça nous réconforte beaucoup. On avait vu un reportage à la télévision où le dénuement nous semblait vraiment grand. Maintenant que c'est aux dirigeants de cette école de faire en sorte que ce matériel profite le plus possible aux enfants. Guet-Ndar a reçu un sérieux coup avec l'avancée de la mer dont la conséquence est une forte déperdition scolaire chez les enfants. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissilla. Ngourane se trouve dans la région de Louga. Les habitants ont le sentiment d'être oubliés. La santé, l'éducation, l'emploi des jeunes, le financement des organisations féminines, autant de secteurs en difficulté dans la commune. Les populations ont profité de la visite du président de l'Association des maires du Sénégal pour lister leurs doléances. Abraham Poulpouy à Louga. Les populations de la commune de Ngourane ont profité de la visite du président de l'Association des maires du Sénégal, Aliou Sall, à son ami Cheikh Dethialaw Seck pour lister les problèmes que rencontre leur ville dans les domaines de l'éducation, de l'emploi des jeunes, de la santé. Mamadou Mbaye porte leur parole. Nous sollicitons également des projets et financements pour que les jeunes qualifiés soient casés. Nous sollicitons également l'électrification des villages de la commune, car l'insécurité y règne partout. Nous sollicitons aussi l'appui du poste de santé de la commune de Ngourane en médicaments et équipements. Après avoir écouté les doléances des populations, Aliou Sall a surtout conseillé les jeunes d'intégrer les programmes de formation professionnelle de l'État pour leur employabilité et aux femmes de les accompagner. Aliou Sall. Vous avez beaucoup de chance. Votre localité, Ngourane, se trouve dans la zone où le gaz va être produit. La production va créer des emplois, surtout chez les jeunes. Et cela demande d'être qualifié. Donc, je demande aux jeunes d'aller se former. Cette visite a été aussi une occasion pour Aliou Sall de lister les réalisations de l'État.
Abraham Paul Poingouran, Radio Futur Média. Suppression de la mairie de Dakar et nomination par décret d'un maire. Cette proposition de Cheikh Diallo, directeur de l'école d'art oratoire de Dakar, dans le grand jury de RFM dimanche passé, n'enchante pas du tout Moussa Diaw. Le professeur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis parle d'aberration. La fonction de maire est une fonction élective et la démocratie au Sénégal est représentative, ajoute-t-il. Moussa Diaw considère que cette proposition participe au recul démocratique. Nous l'écoutons avec Seydou Nourouba. C'est une aberration de penser de cette façon-là, sinon même une absurdité, parce qu'on est dans une démocratie et la fonction de maire est une fonction élective. Nous sommes dans une démocratie représentative et ce sont les citoyens qui choisissent, les citoyens de la commune qui choisissent le maire. Et il faut donc leur laisser le soin d'apprécier la gouvernance du maire. Et si jamais on se laisse aller dans une perspective de nomination, que l'exécutif désigne ou nomme le maire, c'est un recul démocratique. C'est une tentation vers l'autoritarisme, parce que si jamais l'exécutif nomme le maire, et l'exécutif peut choisir qui il veut. Et la difficulté, ce sera pour les populations de sanctionner ce maire-là. Si jamais il y a sanction, l'exécutif ne peut toujours pas partager les mêmes sentiments. Donc, l'exécutif ou le président de la République peut choisir son frère, pourquoi pas, et le nommer. Et personne ne pourrait le sanctionner. Ce n'est pas une bonne idée de penser qu'il faut choisir par décret, nommer par décret un maire. C'était Moussa Diaw, professeur en sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et c'est la fin de ce journal Babacar à 7h12. Merci Sorno Natambay. C'était le journal, oui, et les titres sport, c'est tout de suite avec Malal Junior Diagne. Football éliminatoire de la CAN 2021, deuxième et dernière séance d'entraînement de l'équipe nationale du Sénégal. Les Lions s'entraînent à huis clos cet après-midi à partir de 18h au stade de Lat Dior. Le Sénégal joue contre le Congo demain mercredi. Qualification aux Jeux Olympiques 2020, on parle de basket chez les filles. Les Lions du Sénégal sont prêtes pour le tournoi de Maputo. Objectif décrocher l'un des 2 tickets pour le dernier tournoi qui mène vers Tokyo. Merci Malal, bonjour Pape Sambakan. Bonjour Babacar. À tout à l'heure pour votre chronique du mardi sur RFM matin. Quand des médias internationaux s'intéressent aux productions audiovisuelles, notamment les séries télé et autres téléfilms sénégalais, nous en parlons avec Pape Demba Ndiaye, le directeur de la mythique troupe d'Arrey Coach. Entretien à partir de 7h40. Mais la culture, c'est déjà tout de suite. Et avec Naté Diop. Bonjour et bienvenue. Les journées culturelles de Sédhiou vont à compter de cette édition devenir Festival international de Sédhiou. L'événement, prévu les 9, 10 et 11 janvier prochains, a fait l'objet d'un CRD spécial au cours duquel le concept a été présenté et expliqué. Un budget de 140 millions de francs CFA est prévu, nous dit Max Euclide Kanfani. En lieu et place des journées culturelles de Sédhiou, le comité d'organisation opte pour un festival international, concept approuvé par le ministère de la Culture et de la Communication. Abdoulaye Koundoul, directeur des arts au dit ministère. Reprendre aujourd'hui ces grandes manifestations culturelles à Sédhiou, c'est répondre à une demande sociale qui a été clairement exprimée en 2015 à l'occasion du conseil interministériel tenu ici. Donc depuis lors, on est en train de travailler sur le projet et aujourd'hui nous avons la certitude que ce projet peut bien se réaliser. Mais nous comprenons aussi que les organisateurs veuillent donner à cet événement-là un cachet international, surtout s'ils le placent dans le sillage de donner encore corps à ce qu'on appelle les continuités culturelles. Donner ces continuités culturelles-là nous force à sortir de nos frontières. Le ministère de la Culture, un souteneur de taille sur lequel le comité d'organisation compte pour la mise en œuvre. Alioune Keba Badian, directeur du centre culturel de Sédhiou. Pour cela, nous pensons avoir des acteurs du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie et de la Guinée-Bissau pour la proximité. Festival dont une panoplie d'activités est déjà établie pour mettre en valeur toute la diversité culturelle de la région.
région, précise le directeur du centre culturel de Sédhiou. De manière ramassée, toute l'activité culturelle dans sa diversité se présentera et aussi le côté touristique parce que nous savons que Sédhiou, c'est une zone assez enclavée mais riche en patrimoine. Activité qui nécessite la mobilisation de beaucoup de moyens financiers, 140 millions au total. Pour la mobilisation des moyens, on est à 180 millions. Donc si nous avons les 180 millions, si on les soustrait aux 140, peut-être que les 40 qui resteront nous permettront vraiment de mettre sur pied des infrastructures culturelles au bonheur des acteurs culturels. Le ministère de la Culture et de la Communication installe ce matin l'équipe nationale chargée du deuxième rapport de 4 ans du Sénégal sur la mise en œuvre de la Convention 2005. Il s'agit de la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. La rencontre est prévue à 9h dans un hôtel de la Place sous la présidence du ministre Abdoulaye Diop. Le Wafam Fashion Show édition 2019 lance aujourd'hui ses activités. C'est à travers un point de presse ce matin à 10h au Monument de la Renaissance. C'est tout pour cette chronique. Rendez-vous demain. Ndate Diop, merci. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. 7h15 et la chronique de PSK, Pape Sambakan. Voilà 2 semaines que vous n'étiez pas sur notre antenne parce que vous participiez au salon du livre à Alger, en Algérie. Revenu du Salon international du livre d'Alger, avec une moisson de titres dans divers genres, romans, poésie, contes et essais, sur l'insistante recommandation de Racine Senghor, j'ai décidé de lire d'abord dans l'avion qui nous ramenait Jazz et vin de palme, un recueil de nouvelles de l'écrivain congolais Emmanuel Dongala. Sont restés en attente de lecture Mohamed Dib, le métier à tisser, le regretté Tahad Djaoud, journaliste, poète et romancier, assassiné en 1993, premier intellectuel algérien victime des violences de ce que l'on appelle en Algérie les années noires. Kamel Daoud et son Picasso, le peintre dévorant la femme, Kateb Yassine, forcément, et son Parce que c'est une femme, recueil de nouvelles, puis Rachid Mimouni et bien d'autres, représentants et représentantes, jeunes et moins jeunes, de la foisonnante littérature algérienne. Mais pour finir, last but not least, auteur de fresques historiques, Assia Djebar, première maghrébine élue à l'Académie française, qui, dans cet ouvrage-ci, Nulle part dans la maison de mon père, ressuscite, dit la 4e de couverture, avec émotion, lucidité et pudeur, la trace d'une histoire individuelle dont l'ombre projetée n'est autre que celle de son peuple. Un peuple algérien dont la délégation sénégalaise au Salon du Livre, conduite par le directeur du livre et de la lecture, M. Ibrahim Allo, a pu mesurer le grand intérêt pour notre pays, pour sa littérature d'hier et de nos jours, pour son histoire, sa gastronomie même. Des témoignages émouvants d'Algériens ayant vécu ces événements ont levé un coin du voile sur le véritable rôle des tirailleurs sénégalais amenés par la France pour faire la guerre au Front national de libération et dont des masses se sont retournées contre le colon par solidarité avec l'Algérie libre au prix de leur vie. Des témoignages qui ont profondément ému toute la délégation du Sénégal. Alors ce Dongala et son jazz et vin de palme, pour boucler cette chronique commencée avec, eh bien, je n'ai pas regretté avoir suivi le conseil de Racine. Hilarants et instructifs, les nouvelles de Dongala qui se tiennent, et par la thématique, les régimes politiques dictatoriaux d'Afrique centrale de l'immédiate après-indépendance, se réclamant d'une idéologie marxiste-léniniste mal assimilée, et par l'ironie mordante du traitement volontairement caricatural des événements racontés, sont une démonstration à la fois récréative, dramatiquement, désolante, de ce que les idéologies, doctrines et préceptes importés sans discernement, entrés en contradiction violente avec nos us et coutumes, ont rendu nos dirigeants fragiles devant les enjeux géopolitiques du monde et de l'histoire. Conclusion, pour voir bousculer ces certitudes, certes, les grandes thèses et démonstrations académiques seront toujours utiles, mais rien de tel qu'une bonne fiction, ou même un grand poème, je pense au cahier d'un retour au pays natal de Césaire, sont plus aptes à nous secouer et bousculer nos certitudes. La chronique de Pape Samba Kane, la revue de presse de Georges Déthié Diop. Georges, à la une des nouvelles d'Hissène Habré. Oui,
Hissène Habré Malampoint, l'ancien président tchadien, en prison depuis plus de 6 ans, est en mauvais état de santé. Oui, l'état de santé de Habré inquiète si l'on se fie à Vox Populi. Il se serait même détérioré depuis quelque temps. Le journal rapporte que depuis le mois de novembre, le président Habré a été vu plusieurs fois dans un cabinet médical et ses médecins confient que son état est désormais incompatible avec la détention. Vox Populi rappelle d'ailleurs que l'ancien président tchadien avait été victime d'une crise cardiaque pendant son procès. Y aura-t-il procès dans l'affaire Petro-Tim? En tous les cas, le doyen des juges d'instruction poursuit ses auditions. Hier, il a entendu l'ancien directeur général de Petrosen et les représentants des intérêts de Tullow. Mais à leur sortie, souligne l'observateur, Ibrahim Mbodj, Djibril Kanouté et Awandongo se sont refusés à tout commentaire. Quant à Souleymane Ndéné Ndiaye, il avait refusé de déférer à la convocation du doyen des juges. Et comme explication, l'ancien premier ministre avait déclaré que le juge n'avait pas précisé le motif. Mais un magistrat qui a été juge d'instruction explique dans Les Échos que l'argument brandi par l'ancien Premier ministre ne tient pas la route, ou il ne sait pas, ou il le fait exprès. Et maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer? Le magistrat indique que le juge va juste dresser un PV de non-comparution et c'est tout. Dans cette affaire Petro-Tim, la BBC avait fait savoir qu'aucun de ses agents n'a été interrogé à la DIC, la division des investigations criminelles. Le communiqué de la chaîne britannique faisait suite à une information parue dans le journal Libération. C'était au mois d'août. Ce matin, le journal revient à la charge et affirme que la BBC a froidement menti. Et pour cause, Libération martèle que Sanou Ndoye, directrice administrative et financière de la BBC pour l'Afrique francophone, a été bien entendue par les enquêteurs. Le journal livre même quelques détails de sa déposition. Parlons à présent d'une enquête. Celle-là relative à l'affaire des 750 munitions saisies à Pékès. L'observateur fait état de nouvelles arrestations. 2 membres du personnel d'une armurerie de Dakar, le responsable et son préposé à la vente. Quant au principal acquéreur des cartouches et ses 2 collaborateurs, ils ont fait l'objet hier d'un retour de parquet. L'Obs qui se fait par ailleurs l'écho de l'enquête dans l'affaire de la saisie de 700 kg de cocaïne par la marine de l'armée sénégalaise. L'instruction judiciaire a été déclenchée hier. Selon l'Obs, les 6 personnes arrêtées ont été inculpées et placées sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, trafic international de drogue, blanchiment de capitaux, contrebande en bande organisée, blanchiment de capitaux et complicité. Alors, il n'y a pas que les dossiers judiciaires dans l'Observateur. Le journal s'intéresse à l'avenir politique de la patronne de Oser l'avenir, la nouvelle envoyée spéciale du chef de l'État. D'ailleurs, c'est le principal sujet du jour. L'Observateur écrit qu'en quittant l'opposition pour rallier le camp du pouvoir, le camp de Macky Sall donc, Aïssata Tall Sall, qui a été nommé jeudi dernier, semble avoir hypothéqué ses ambitions politiques. Titre de l'Observateur, Aïssata Tall Sall, une opposante au pouvoir, l'ambition piégée. Le journal Le Quotidien s'intéresse quant à lui à Mariam Soda Ndiaye, suppléante de Aïssata Tall Sall. Mariam Soda Ndiaye, selon le journal, va suppléer Aïssata Tall Sall à l'Assemblée nationale. Pourtant, les deux n'étaient plus en odeur de sainteté depuis le ralliement de la présidente de Oser l'avenir au camp présidentiel à la veille de la présidentielle du 24 février. La jeune, selon mon confrère, la jeune de 27 ans, était dépitée par cette décision qui lui avait fait mal et honte. Le Quotidien parcourt ce matin quelques échanges salés entre la future et l'ancienne députée. Elle sera la Benjamine de l'Assemblée nationale parce qu'elle n'a pas démissionné de la coalition. Pendant ce temps, Source A s'intéresse à Aminata Mbengue Ndiaye comme candidate à une élection présidentielle 2024. Ça der des der, titre le journal. Ibou Fall, journaliste, analyste politique, déclare dans le journal que les dossiers de candidature sont déposés en fin 2023. Donc, elle sera encore dans la moyenne d'âge, mais au-delà de 2024, elle ne pourra plus le faire, sauf si on change de constitution pour enlever la limite d'âge, ce qui l'étonnerait. Et l'on parle du quotidien LAS. Dans le journal, il est surtout question de la nouvelle convention collective nationale publiée samedi dernier. La convention collective des journalistes, la presse peut se prévaloir d'un nouveau statut selon le quotidien LAS. La nouvelle convention collective nationale du secteur de la presse a été publiée samedi dans le journal officiel numéro 7202 du 9 novembre 2019. Désormais donc, les journalistes et autres professionnels de l'information peuvent se faire
faire prévaloir leurs droits en se fondant sur ce nouveau texte. Et l'on termine par les sports avec le quotidien Record qui rend compte du regroupement des Lions. Sadio Mané débarque ce mardi, s'exclame le journal Record. Entraînement à huis clos aujourd'hui à Thiès. Moussa Ndiaye et Naby Sarr, les Bleus déjà dans le bain.